On va voir la cascade. Elle arrive, la cascade. Ouah, la cascade. C'est la sortie du week-end pour cette famille singapourienne. Waouh, on va faire un tour par là. Regarde tous les arbres. Usher, 2 ans, son père et ses grands-parents se rendent 2 fois par mois dans un des monuments les plus visités de Singapour. C'est complètement futuriste. On se croirait un peu dans Jurassic Park. Ils viennent ici pour admirer la plus grande cascade intérieure du monde. 40 mètres de haut. Allez, c'est parti, on va au jeu. Mais ce que le petit Usher attend le plus, ce sont les aires de jeu. Pour 24 €, il profite à volonté d'une quinzaine d'attractions. Et son papa aussi. 1, 2, 3, go! Il fait tellement chaud dehors. Ici, au moins, il y a l'air conditionné. C'est super pour les enfants. Contrairement aux apparences, ce complexe n'est pas un parc d'attractions, mais l'aéroport de Singapour, Changi. Les passagers l'ont élu le meilleur du monde pour la 7e année consécutive. C'est une vitrine pour ce petit pays de moins de 6 millions d'habitants qui veut concurrencer les plus grands hubs de la planète, comme ceux de Dubaï ou de Pékin. Ici, le voyageur est roi. En attendant son vol, il peut profiter d'une séance de cinéma gratuite. Assister à une parade de Pokémon ou à une comédie musicale virtuelle. Dans ce décor, recréons les rues de Singapour du début du XXe siècle. C'est génial, on ne veut plus jamais quitter l'aéroport. Pour 7 €, le passager peut aussi s'offrir un plongeon dans cette piscine avec vue sur les pistes. La dernière folie de l'aéroport, ce dôme de verre à 1 milliard d'euros. Jewel, joyau en anglais. Inauguré en avril dernier, il relie les terminaux entre eux et abrite la fameuse cascade. Un investissement pharaonique pour cet aéroport qui se rêve comme l'aéroport du futur. « 66 millions de passagers passent ici chaque année. Changi se targue de ne jamais les faire attendre. Mets mon billet dans la machine. Jules et Tiffany, un couple de Philippins, vont embarquer pour Manille, dans ce terminal inauguré il y a 2 ans. Tiens, donne-la-moi. Ils doivent imprimer leur carte d'embarquement et étiqueter eux-mêmes leurs bagages. Ça, c'est pour ma valise. Tu n'as même plus besoin de faire la queue. C'est plus du tout comme avant où il y avait toujours de l'attente, pour ne serait-ce qu'obtenir ta carte d'embarquement. Vous voyez, en quelques secondes, j'ai déjà tout imprimé. Un enregistrement en libre service qui existe ailleurs, sauf qu'ici, il y a en plus un système de reconnaissance faciale. Donne-moi ton passeport. Le passeport de Tiffany est scanné, ses données biométriques enregistrées. Une caméra en 3D relève ensuite plusieurs points de son visage pour les comparer à la photo figurant sur son passeport. Les données doivent absolument correspondre pour pouvoir terminer l'enregistrement. Dernière étape, le passage de l'immigration, là encore tout automatique. Les données du passeport sont à nouveau vérifiées grâce au système de reconnaissance faciale et recoupées avec l'empreinte digitale. En moins de 20 minutes, Au revoir. Jules et Tiffany accèdent à leur porte d'embarquement sans avoir eu affaire à un seul être humain.
L'aéroport affirme conserver les données personnelles pendant 24 heures. Ce terminal, tout automatisé, qui a coûté 600 millions d'euros, fonctionne avec un tiers de personnel en moins. Il faut vous mettre là, juste devant l'écran. C'est bien votre tour. Même les balayeurs ont été remplacés par des robots, en tenue réglementaire de majordome. Ils sont équipés de détecteurs de mouvement pour éviter les passagers. Mais il y a un lieu où ces machines n'ont pas le droit de mettre les pieds. Ce sont les toilettes. Une des clés du prestige de l'aéroport. Magnifique. On se croirait dans un 5 étoiles ou une boutique de luxe. C'est à ça que devraient ressembler toutes les toilettes. C'est un paradis. Pour que le standing de ces lieux d'aisance reste digne d'un palace, une patrouille est dédiée à leur inspection, 24 heures sur 24. Abdullah, 60 ans, a 8 toilettes sous sa responsabilité. Il les contrôle toute la journée en suivant un protocole très élaboré sur cette application. C'est toutes les choses que je dois vérifier. 21 points à inspecter. Les odeurs, la cuvette ou encore la position du papier toilette. Il faut qu'il se tire comme ça. Le rouleau de droite doit tomber à droite, celui de gauche à gauche, jamais au centre. Ah, c'est défectueux là. Je prends l'évier en photo. Abdullah envoie un rapport sur le réseau, immédiatement reçu par une autre brigade, celle de la maintenance. Elle doit arriver sur place en moins de 20 minutes et le prouver en s'identifiant. Alors, c'est lequel? C'est celui-là. Les agents sont notés à chacune de leurs interventions. À la fin du mois, s'ils obtiennent plus de 19 sur 20, ils touchent un bonus en plus de leur salaire. Je suis en train de le resserrer là. Tiens-le bien. C'est bon? C'est bien serré? C'est bon. Je prends la photo et je clôt l'enquête. Sur les 50 000 employés de l'aéroport, pas moins de 1500 œuvrent à la propreté des lieux. À Changi, il existe un autre métier crucial, plus inattendu dans un aéroport, celui de jardinier. Ils sont 150. Comme la plupart des petites mains de l'aéroport, ce sont souvent des travailleurs immigrés venus d'Inde, du Bangladesh ou encore des Philippines pour trouver un emploi dans ce petit État où le taux de chômage dépasse à peine les 2%. Aux quatre coins des terminaux, ils bichonnent plus de 600 000 plantes, réparties dans une vingtaine d'espaces verts, comme sur le toit du Terminal 2, le jardin au tournesol. Il y en a plus de 450. Il faut les changer chaque semaine. Ça prend 2 jours. Le plus spectaculaire des jardins, celui du tout nouveau complexe Jewel, au pied de la cascade. Une forêt tropicale sous cloche de plus de 2 hectares. 3000 arbres, dont certaines espèces ont dû être importées de Chine, d'Australie et des États-Unis. Un aéroport très vert, mais pas vraiment écolo. En bout de piste, la pépinière de Changi, dont Tan Yu-sung est une des responsables. Alors pour ces plantes, on ne va arroser que tous les 2 jours avec 500 ml d'eau. Sa mission, préparer les plantes à survivre dans un environnement sombre, sous air conditionné. Pour les acclimater, ces grands filets coupent les 2 tiers de la lumière. Et pour forcer un peu la nature, on ne lésine pas sur les traitements chimiques.
On teste de nouveaux produits sur ces plantes pour booster leur fleurissement. Le premier engrais qu'on a essayé a plutôt bien marché au début. Mais le produit était trop fort. Et les fleurs qui ont poussé avaient carrément muté. Les plantes tiennent au maximum 2 ans dans l'aéroport. En fait, on ne les jette pas, parce qu'on pense qu'elles peuvent encore repartir. On va juste les retaper un peu. Celle-là, par contre, elle est trop malade. On pourra juste garder les nouvelles feuilles. Tan Yu-sung et son équipe manipulent les plantes, mais aussi les animaux. Chaque semaine, un colis en provenance de Malaisie arrive à Changi, à ouvrir avec précaution. Ce sont des cocons de papillons. Vous voyez, chacun a une couleur différente. Certains donneront du noir, d'autres du blanc ou du rose. Ouvre la porte, reste là. Rana est un des employés du jardin aux papillons, une des curiosités de Changi. Chaque semaine, il suspend dans cette cage 300 nouvelles larves. Ensuite, il faut attendre 1 à 7 jours avant que les cocons ne se transforment. Le jardin est un des plus prisés de l'aéroport. 1 millier de papillons en liberté relative. Oh, regarde le noir! Raoul et sa famille attendent l'embarquement de leur vol pour Bangalore, en Inde. Regarde, ils boivent le nectar. Voir ça dans un aéroport, c'est impensable. C'est vraiment fantastique. Je l'avais repéré dans le guide des attractions. Du coup, on a enregistré nos bagages plus tôt pour venir le visiter. Mettre les grands moyens dans les attractions. Une stratégie pour que les voyageurs flânent le plus possible dans l'aéroport et finissent par dépenser dans ces 550 boutiques. Changi fait partie des 3 aéroports au monde où les voyageurs consomment le plus, avec celui de Dubaï et de Séoul. Ce magasin est la star du Terminal 2. Une cathédrale de l'alcool. Près de 300 références, rien que pour le whisky. Avec des bouteilles en cristal à 83 000 €. Plus de 100 000 € pour ce champagne, orné d'or et de saphir. Le magasin propose gratuitement 100 whisky à la dégustation. Vous n'avez que du 12 ans d'âge? Non, nous avons aussi du 28 ans d'âge. Ah, c'est rare ça. C'est pour mon père. Ça fait 14 ans que je vis à Singapour. Et à chaque fois que je décolle ou que j'atterris, je passe ici. Changi touche un pourcentage sur les recettes de ses magasins. 90 $. Alors pour gonfler les ventes, l'aéroport emploie lui-même une trentaine de personal shoppers qui vont de boutique en boutique. Bonjour, je peux vous aider? Erwina, 26 ans, maîtrise 3 des langues les plus parlées par les clients. Cette boîte est à 35 $. Vous êtes combien de voyageurs? L'indonésien, le mandarin et l'anglais. Vous cherchez moins cher? Alors moins cher, nous avons le 12 ans d'âge. Il y a une promotion. Elle a appris les préférences des passagers asiatiques. Les Chinois, eux, ce qu'ils aiment, c'est le cognac. Les Indiens, le whisky. Les Indonésiens aiment les choses très sucrées, comme les liqueurs. Les Malaisiens, eux, ils boivent de tout. L'année dernière, les passagers ont dépensé 1,6 milliard € dans les commerces de l'aéroport. Juste à côté du Terminal 2, dans ce bâtiment, ce ne sont pas les bouteilles qui s'écoulent par milliers, mais les plateaux repas. Chaque jour, c'est un peu comme si Dragon Unique décollait
pour la planète Mars. C'est pour aspirer la moindre particule qui reste sur mon uniforme. Aucun microbe ne doit pénétrer ces cuisines qu'il dirige, où sont préparés plus de 18 millions de repas par an. 50 000 chaque jour, rien que dans cette unité, qui fournit les plateaux de Singapore Airlines, la compagnie aérienne nationale. Alors ça, c'est la fameuse machine à omelette que le monde nous envie. On peut en faire 8000 par jour. Ça fait un paquet d'omelettes. 55 destinations, 7 types de cuisines différentes. Là, c'est mon chef japonais préféré. Du bento japonais, en passant par la cuisine occidentale, jusqu'au plat traditionnel indien. Comme ici, un curry vert préparé par ce chef de Bombay. C'est fait à base de coriandre et de noix de cajou. Un petit peu plus de sel, non? Tu en enlèverais ou tu en mettrais plus? Bah, j'en ajouterai un peu. Ah oui, on est d'accord. Toutes ces recettes n'ont pas été testées dans une cuisine classique, mais dans ce simulateur de cabine d'avion. Elle peut restituer la pression d'un vol à 9000 mètres d'altitude. Il faut qu'on recrée les mêmes conditions parce que le palais change avec la pression atmosphérique et la déshydratation. Ça change le goût de la nourriture. Les tomates, par exemple, les gens aiment consommer du jus de tomate parce que c'est meilleur en altitude. Chaque journée se termine en apothéose dans le complexe Jewel. Mets-toi là-bas, je vais te prendre en photo. Des milliers de spectateurs, des jeunes mariés s'immortalisent au pied de l'immense cascade. Waouh! Elle se métamorphose chaque nuit. Regarde les couleurs. Un spectacle gratuit de son et lumière. L'aéroport de la Démesure voit toujours plus grand. Un 5e terminal est déjà en cours de construction pour que Singapour puisse accueillir 130 millions de passagers par an à partir de 2030. Bonjour, quelle est votre destination? En ce mois de juin 2020, Baptiste, 23 ans, va vivre une aventure exceptionnelle. Prendre l'avion. J'ai pas compris, madame, je suis désolé. Dans votre bagage, aucune marchandise interdite? Je suis désolé, j'entends pas. Dans votre bagage, aucune marchandise interdite? Non, bien sûr. Et voici, monsieur. Pas facile de communiquer entre le plexiglas et le masque. C'est très compliqué de se parler. On se rend compte que c'est pas juste l'ouïe qui fonctionne. Il y a le regard, on lit sur les lèvres également. Ça lui a demandé un petit effort et à moi aussi de répéter plusieurs fois. C'était un peu drôle et en même temps, je pense que ça l'a peut-être un peu agacé également. Dans l'aéroport, le décor a changé. Port du masque obligatoire. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, suivre les recommandations sanitaires affichées dans le terminal. Distance de sécurité d'1 mètre. Gel en libre service. Équipe de ménage omniprésente. Même les produits stars du marchand de journaux ont changé. Les tours Eiffel ont été détrônées. Ce qu'on vend le plus maintenant, ça va être les gels mains, soit en 250 ml, soit dans un format plus pocket. Après, il y a les masques par 10. C'est notre meilleure vente actuellement. Il y a pas mal de voyageurs qui oublient leurs masques, donc on a vraiment étoffé la gamme pour que le client s'y retrouve en fait. C'est devenu comme une pharmacie? Presque. Au plus fort de la crise sanitaire, Roissy était un aéroport fantôme. Flotte clouée au sol, passerelles débranchées,
le trafic est tombé à 2% du jamais vu. Un cataclysme pour Aéroports de Paris, comme pour les compagnies aériennes. Avec le déconfinement, la machine Roissy tente de redécoller. Pour l'instant, le premier aéroport de France se réveille tout doucement. Ce jour-là, 200 vols affichés contre 1300 habituellement. Mais 25 000 passagers quand même, que Jean Mathias, l'un des chefs de la sécurité, ne contrôle plus de la même façon. Désormais, si vous sonnez au portique, pour lever le doute, vous devrez passer par le body scan, comme cette religieuse en transit, holographiée de la tête aux pieds, pour limiter les palpations. C'est quoi votre problème, ma sœur? Je ne sais pas. Ils sont en train de vérifier. Ma croix, peut-être? Le champ magnétique balai, c'est à ce moment-là qu'il va cibler sa palpation. Et là, vous voyez 4 cibles. Donc au niveau de la ceinture, au niveau de l'oreille, du bras et du pied. Et la palpation, ça se fait du dos et du côté latéral, pour ne pas être en contact avec ce passager. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en charge de votre embarquement à bord de vol 842 à destination de Fort-de-France. En salle d'embarquement, encore du changement. Un parcours du combattant pour Thomas, 21 ans, en partance pour la Martinique. C'est très très long. Beaucoup de mesures, beaucoup de vérifications. J'attends, parce qu'il y a encore une vérification juste là. Contrôle d'identité classique, associé à une prise de température obligatoire. À 38, le passager ne part pas. Ce jour-là, il fallait encore montrer patte blanche pour quitter la métropole et justifier d'un déplacement professionnel ou familial impérieux. De la zone 1 à la zone 6, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Alors, le but du voyage, s'il vous plaît? C'est pour un stage. C'est pour un stage. Vous allez pour un stage? Ouais. Je vais vous laisser avec ma collègue. Elle verra tout ce qui est papier pour vous, d'accord? Pour confirmer votre vol ou pas. C'est la collègue là-bas. Aujourd'hui, plus d'attestation. Mais à partir du 1er juillet, un test Covid négatif à présenter. 200 passagers embarquent. L'avion est à moitié vide. C'est ce que l'État préconise pour les longs courriers. Pas une obligation, mais une recommandation qui engendre parfois des couacs. C'est le bazar, on est en liste d'attente et on n'est pas sûr de pouvoir partir aujourd'hui. Décision gouvernementale, ils allègent les avions. Ouais, ok. Ouais. Stéphane espérait s'envoler ce matin pour Pointe-à-Pitre, avec son compagnon Pascal. Mais pour répartir les passagers, la compagnie les a placés sur un autre vol dans 10 jours. Une catastrophe. Ils ont tout plaqué pour monter une société de paysagistes en Guadeloupe, avec leur chienne Ashley. C'est un déménagement, donc vente de maison, on se retrouve à la rue. Toute une organisation derrière. Je crée une entreprise, j'ai des rendez-vous à partir de demain. Qu'est-ce que je fais? Ils s'en foutent. Hein. Et surtout le manque d'informations. Vous recevez un mail dimanche soir, impossible de les joindre au téléphone. Donc la seule chose à faire, c'est de se présenter. On est là depuis 6h30. Il faut attendre 11h. En espérant pouvoir partir. Il n'y a pas le choix. Hein. On peut que subir. Stéphane et Pascal ne sont pas les seuls à espérer avoir une place sur ce vol. Et certains clients en perdent leur sang-froid. Alors si vous ne bougez pas, je passe tout. Il y a de la tension. Vous me changez de date, la visite, je ne vole pas. Demandez de me coucher, vous ne voulez pas me coucher. Alors c'est quoi ça? Moi je m'en fous. Je veux qu'on me couche. Pour Stéphane et Pascal, les choses s'arrangent. Les attestations, c'est pour vous? Ce sera pour l'embarquement. Donc c'est bon pour l'embarquement? Super. Ils vont pouvoir embarquer. Tout comme Thomas, l'étudiant stagiaire. En cabine, l'air est renouvelé toutes les 3 minutes. Pas suffisant pour éviter tout risque dans cet espace confiné. Le masque reste de mise. Monsieur, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire pendant toute la durée du vol.
8h30 avec le masque, ça va faire beaucoup. Surtout qu'à un moment, on sera obligé de manger, donc ça va être une nouvelle expérience. Masque de rigueur en cabine, mais aussi service allégé pour les passagers. Nous avons supprimé la boisson d'accueil. Nous supprimons également l'apéritif. Et bien sûr, les bars ne seront pas dressés. Nous ne dressons pas la table. Nous allons offrir un plateau. Tous les aliments sont filmés, clochés. Voilà, en tout cas, derrière le masque, ils sentiront ce sourire. Un sourire de façade, car les voyageurs sont encore trop rares. Sur ce vol à moitié vide, la compagnie perdrait 100 000 €. Il faut 78% de remplissage pour être rentable. Aujourd'hui, 80% des 45 000 salariés de l'entreprise sont toujours en chômage partiel. Seul un pilote sur 4 continue de voler, comme Jean-François Boulon, le commandant de bord. 36 ans de vol au compteur. J'ai eu la chance de faire une réunion. Je suis allé à Shanghai chercher des masques. Ensuite, je suis allé à Dakar faire un rapatriement. Et là, c'est mon 4e vol. Ce qui est étonnant, c'est de voler avec peu de trafic. Sur un vol Chine, on croise un avion toutes les 5 minutes. Là, sur un vol Shanghai, j'ai croisé 2 avions. C'est impressionnant, le vide sidéral, quoi. Air France a déjà perdu 1,8 milliard d'euros au premier trimestre. Et le déficit pourrait encore se creuser. Sur les 224 avions de la flotte, 184 sont restés au parking pendant le confinement. Et malheureusement, un avion qui ne vole pas coûte quand même de l'argent. Il faut payer des frais de stationnement à Aéroport de Paris. Mais aussi entretenir ces beaux endormis. Cet A350 n'a pas volé depuis le 22 mars. Mais Olivier Fontenelle, chef mécano, l'inspecte régulièrement. Là, l'objectif, c'est d'analyser du carburant pour voir s'il n'y a pas de bactéries à l'intérieur qui pourraient engendrer une pollution de tout le système carburant. La maintenance dure 3 heures et mobilise 4 personnes. Tous les 15 jours, on vient tourner les roues pour ne pas endommager la structure et éviter que la roue ne s'use à un point bien particulier. On va faire le checklist là-haut. Ok, je commence à faire inspection. Tu fais inspection du moteur? Après, je me mets au casque. Ok. Pour chaque appareil, la révision complète coûte 5 000 € à la compagnie. Light test. Sur on. Est-ce que ça va être bon pour vous pour la mise en route du moteur 1? Oui, la zone est dégagée, moteur 1, pareil, démarrage. Eh bien, on va démarrer pour 5 minutes. Rien qu'un moteur qui ronronne durant 5 minutes engloutit 1 000 € en kérosène. Mais c'est indispensable. Un avion, plus il vole, mieux il se porte. C'est pour ça que pendant tout le confinement, on les a bichonnés. On a fait beaucoup d'essais de façon à ce qu'ils puissent revoler le plus rapidement possible. Les speed brakes sont rétractés et désarmés. Oui. L'État a dû accorder un prêt de 7 milliards à la compagnie pour la sauver. À Roissy, la pandémie a aussi fait l'effet d'un coup de tonnerre. 2,5 milliards de manque à gagner pour ADP, dont le groupe Air France est le premier client. Mais Roissy, ce sont aussi 80 000 emplois chez les prestataires. Dans les locaux de Cervère, leader français de la restauration aérienne, on ne prépare plus que 2000 plateaux repas par jour contre 100 000 habituellement. Sur les 6 000 employés, seuls 100 travaillent, et encore occasionnellement. Normalement, on travaille avec Java Airlines, mais je fais aujourd'hui sandwich. Normalement, vous ne faites pas des sandwichs? Non. D'ordinaire, ce chef japonais concocte des sushis haut de gamme pour les premières classes. Face à cette situation, le chef de production Xavier Sirot a réorganisé les plannings pour faire tourner les salariés sur les rares chaînes de production en activité. Bonjour Farida. Comme celle où l'on dresse les menus des grands chefs étoilés. Tu es sur le plat bœuf là, de Régis Marcon. Le plat témoin est là. Tu peux me montrer la photo? La sauce, elle est là. Ok. Tu en as combien à faire aujourd'hui? 80. Ouais, c'est pas beaucoup. Hein. T'as repris il y a peu de temps, toi? Hier. Hier? Je suis fracassée. Comment ça? J'ai mal partout. En fait, mon corps est endormi. Mais c'est un bon mal, on va dire. Parce que de reprendre, c'est que du bonheur.
Farida, 54 ans, reprend le travail mais seulement 2 jours par mois. Le reste du temps, cette mère de 3 enfants sera au chômage partiel. Comment vous allez gérer ça? Difficilement. Difficilement financièrement. Je gagnais 1 800 €. Automatiquement, comme je suis au chômage partiel, j'ai plus d'heures de nuit. Les dimanches, l'indemnité de transport, les indemnités de repas, tout ça, ça joue sur notre fiche de paye. Donc sur la paye de mai, j'ai perdu en gros 300 €. C'est chaud, et moralement et financièrement. On ne peut pas faire de projet en fait. On vit au jour le jour. La priorité, c'est de payer ses factures. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Quand j'ai payé mes factures, je mange. On a de la chance, je me plains pas. Hein. On bosse. Même si on bosse 2 jours par mois, on est là. On veut sauver notre boîte. On va la sauver, notre boîte. Les repas sur les vols long courriers sont le gagne-pain de Cervère. L'entreprise espère servir 30 000 plateaux par jour cet été, à condition que les vols pour l'étranger reprennent sans restriction. On attend la réouverture des frontières et nous on est également dépendants du remplissage des avions. Donc au-delà du redémarrage, c'est que les passagers reprennent confiance, reprennent les avions de manière à relancer l'activité. Bonjour. Une crise inédite dont André Formazo, le grand patron de la société, ne voit pas l'issue. Combien de temps ça va durer? Ça, personne... est bien malin celui qui peut prédire. En tout cas, on pense que l'activité reviendra au niveau de 2019, aux alentours de 2023-2024. Pas avant? Non, je pense pas. Il nous appartient de nous renouveler, de nous réorganiser. C'est peut-être aller chercher des nouveaux marchés hors aérien pour préserver l'outil industriel et les salariés. Même si les perspectives semblent très sombres, Air France veut croire en une reprise du trafic. En tout cas, la compagnie prépare son personnel. Matflex 74 SRS runway, attacheur bleu. Check. Depuis le début de la pandémie, les 3/4 des pilotes n'ont pas volé. Pour qu'ils ne perdent pas la main, ils s'entraînent sur simulateur. Un joujou à plusieurs dizaines de millions d'euros. Sous le contrôle de l'instructeur Patrick Leroux, l'objectif de la séance, stimuler réflexe et rapidité d'exécution. L'appel des checklists, cette musique, on perd les automatismes quand on ne s'entraîne pas. J'imagine qu'un chirurgien, pendant 6 mois, s'il ne fait pas d'appendicite, il va peut-être un peu hésiter. C'est indispensable de s'entraîner, s'entraîner tout le temps. Les pilotes de ligne gagnent entre 10 000 et 14 000 euros par mois selon les destinations. Sans leur prime de vol, en chômage partiel, ils ont perdu 40% de leur rémunération. Ces séances en simulateur sont obligatoires en temps normal pour garder le permis de voler. Pendant le confinement, certaines compagnies les ont réduites. Pas la compagnie française. Une dépense stratégique. Romy, tu as touché à 400 mètres, c'est très bien. En remettant à flot davantage de pilotes que ses concurrents, Air France espère décoller plus vite quand l'activité reprendra vraiment. Elle compte même gagner des parts de marché. Alors, ils sont aptes à voler? Aptes, oui. Bonne nouvelle. La compagnie veut montrer que ses pilotes sont prêts à redécoller et dans des avions plus propres. Entre chaque vol, ils sont désormais 16 par équipe au lieu de 12. Ménage renforcé pour tuer le Covid. Bibi, la fée des cabines, pulvérise et frotte sans retenue. Vous voyez, on fait plus tout ce qui est zone contact. Quand on s'assoit là, on se dit peut-être il a touché ici, peut-être il a touché là, ou à l'écran puisqu'il est tactile. Dans le doute, on fait tout maintenant. Et vous êtes sûr que ça tue le virus? Ah oui. Si vous le respirez trop, ça vous fait quelque chose à la gorge, je vous le dis. Vous le sentez que le produit, il est bien fort. Ça prend combien de temps? 1h20, un peu plus même. Tout dépend comment l'avion il est. Si bon, en ce moment, c'est pas très sale, donc ça va. Mais quand c'est très très sale, on prend un petit peu plus de temps. Bibi, 44 ans, a même reçu une formation spéciale pour astiquer le saint des saints, le cockpit. Là, c'est le siège du boss, du commandant. Jusque-là, zone quasi interdite, nettoyée par les pilotes eux-mêmes. On a la chance quand même, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde de rentrer dans un poste de pilotage. Hein.
Donc oui, on va dire oui. Si, si. Et en plus, on voit tout, que ça soit les 787, celui-là c'est nouveau, il y a le 350, il y a le 777-300. Ah, vous êtes calé là, en avion? Oui, bah oui, à force, on fait toujours les mêmes. Hein. Ça se passe bien? Très bien, il fait un peu chaud, mais ça va. C'est parfait, t'as fait quoi là? T'as fait les peaux de mouton? Oui, dans le sens du poil. Au pied de l'avion, Monsieur Ghostbuster attend son tour pour rentrer en scène. Marc, agent d'entretien, verrouille la zone. Il va s'enfermer dans l'avion pendant 5 minutes. Le temps de pulvériser les moindres recoins de la cabine d'un virucide utilisé dans les blocs opératoires. Un produit censé anéantir toute trace de Covid-19. Le principe actif serait efficace 10 jours. Pour faire barrage au virus, l'aéroport de Roissy aussi a investi. Depuis un mois, il s'est équipé de 12 caméras thermiques installées à l'arrivée des vols internationaux. Un système qui alerte sur une possible fièvre. La sortie se situe sur votre gauche, s'il vous plaît. Michel, agent d'accueil, est aux manettes. S'il vous plaît. Vous avez un carré rouge, donc du coup, il repère en fait que la personne aura un seuil de 38 degrés ou un peu plus. À ce moment-là, on va faire une prise de température pour confirmer si le seuil est bien au-dessus ou en dessous du seuil qui a été détecté à la caméra. Venez, monsieur, on va se mettre par ici, s'il vous plaît. Souvent, c'est une fausse alerte, notamment quand le passager vient de passer un coup de fil et que cela lui a chauffé l'oreille. 36,6 degrés, c'est bon. Vous nous faites peur quand vous faites ça? Non. Je vous en prie, monsieur. Vous angoissez. Je vous en prie, bon retour à la maison. Merci. Autre limite, les passagers ne sont pas obligés de se soumettre à la prise de température. S'ils ont plus de 38, à ce moment-là, on leur conseille d'aller voir le médecin. Ou alors, à l'aéroport, on a des médecins à disposition pour ces voyageurs. Les cas suspectés sont orientés vers le fond du terminal 2F, à l'infirmerie de Roissy. 14 urgentistes se relaient ici 7 jours sur 7, dont la docteure Corinne Taillandier. Pour nous, la période Covid, elle a été surtout très compliquée en tout début d'année, en fait, avec beaucoup de cas qui arrivaient de l'étranger. Et donc, nous, on devait filtrer ici, hein, donc c'était assez complexe ici. Puis ensuite, au fur et à mesure que le Covid est apparu en France et puis qu'il y a eu les mesures de confinement, notre activité s'est effondrée, en même temps que celle de l'aéroport. Habillée en cosmonaute, Ok, donc pas de toux, pas de gêne respiratoire. Corinne Taillandier va pourtant gérer ce jour-là un cas suspect. Un pilote qui a effectué plusieurs liaisons ces 3 derniers mois au Brésil et en Colombie. Mal de tête? Le crâne, c'est comme s'il y avait des flammes. Par un moment, ça me fait des acouphènes. Je tombe d'un coup, ça emballe au niveau du cœur. Et... C'est la première fois que ça vous arrive, ce genre de trouble, ou c'est déjà arrivé? Non, c'est la première fois. Première fois, d'accord. On va vous faire donc un test recherche du paludisme et puis le test PCR pour le Covid. Hein. Les tests sont effectués sur place par une infirmière. Le centre médical s'est doté de 3 appareils depuis l'épidémie. Résultat dans le quart d'heure. Ok monsieur, donc j'ai les résultats de votre examen qui donc est négatif. Hein. Donc le test Covid est négatif, le test pour le paludisme également est négatif. Donc je vous ai fait une ordonnance pour faire d'autres choses après. Il faudra revoir votre médecin traitant et puis le cardiologue que vous deviez voir donc. Ok. En espérant qu'il n'y ait pas de deuxième vague et en attendant des jours meilleurs, la compagnie aérienne française mise sur son activité cargo pour limiter la casse. Avec la réduction du nombre de vols, les soutes des avions sont très prisées. Mais pas que les soutes. À bord, les cartons remplacent les voyageurs. La moitié des sièges a été retirée. Guillaume Alenda, cargonaute, 25 ans de métier, n'avait jamais eu à décharger des colis en cabine. Je préfère avoir des passagers. Mais bon, il faut faire tourner les avions. Avec ce qui se passe, on s'adapte. Ça rapporte des sous à la compagnie. Ça nous fait vivre. Et ça sauve votre emploi, vous pensez? Je pense, ouais. Je pense. Une chaîne humaine dans un Boeing. Une fierté pour Guillaume et ses collègues. Tous ces cartons en provenance de Chine contiennent du matériel médical. Blouses, médicaments,
et masques. Dans la cabine, il y avait 35 mètres cubes. Aux alentours des 50 000 masques. Sur les sièges, au sol et dans les racks. On essaye d'optimiser, hein, pas perdre de place. Hein. Il n'y en a pas dans les toilettes quand même. Non, il n'y en a pas là. Et après, plus les palettes en soute avant et arrière. En gros, 20 tonnes de fret à peu près sur les palettes. Ça y est, c'est bon. Là, c'est bon, là. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Le 26 juin, On va attaquer la zone 3. l'aéroport d'Orly, fermé depuis fin mars, va redémarrer. Quant à Roissy, avec la réouverture des frontières, Aéroport de Paris table sur un trafic de 50 000 passagers par jour cet été. 4 fois moins qu'avant l'épidémie. C'est l'une des seules voitures autorisées à sillonner le tarmac de l'aéroport de Roissy. PCR des Faroucheurs Nord. Je retourne sur le doublé nord. Au volant, Clément. Chaque jour, il arpente les 110 km de piste à la recherche d'un truc. Donc ça, c'est une fusée détonnante. Donc elle nous sert très souvent pour effaroucher les oiseaux. C'est surtout pour les faire lever, pour les faire décoller. Clément est ce qu'on appelle un effaroucheur. Sa mission, faire fuir les oiseaux des pistes, car un seul de ces volatiles pourrait entraîner un crash s'il s'engouffrait dans les réacteurs d'un avion. Comme on peut le voir, l'oiseau part assez vite de la piste. En plus de son pistolet, Clément dispose de bruitages spécifiques pour repousser chaque espèce. Ça, c'est le cri du corbeau freux. On a aussi par exemple le goéland marin. L'aéroport est régulièrement fréquenté par des goélands, parce que désormais il y a une grosse population sur le bassin parisien. À Roissy, un avion atterrit ou décolle toutes les 30 secondes, soit plus de 1500 avions par jour. C'est le deuxième aéroport le plus fréquenté d'Europe, après Heathrow, à Londres. Quand il est créé en 1974, l'aéroport Paris-Nord, son nom de l'époque, ne dispose que d'un terminal et ne peut accueillir que quelques dizaines d'avions chaque jour. Avec la démocratisation du trafic aérien, Roissy-Charles de Gaulle est devenu en 40 ans une ville dans la ville. Sur 30 km², 9 terminaux accueillent chaque année 65 millions de passagers, l'équivalent de la population française. So, after the red building, to the right. Donc l'enregistrement s'effectue en zone 12 et 13. Ce sera vraiment tout au bout de ce terminal sur la droite. Une fourmilière. Bastien fait partie des 85 000 personnes qui travaillent à Roissy. Madame, can I help you? Après une année en intérim, K41. il a été recruté pour guider les passagers. On your right. Paris Aéroport, la société qui gère le site, demande à chacun de ses employés en contact avec les voyageurs de maîtriser 2 langues étrangères. Pour Bastien, l'espagnol et l'anglais. Bastien Sono. 2 heures par jour, il est détaché pour faire les annonces vocales personnalisées, diffusées dans tout Roissy. Déborah et Claude François. C'est une blague ou non? D'accord, ok. Ok, je te fais ça. Votre attention s'il vous plaît. Déborah et Claude François Emile, passagers du vol Middle East Airlines ME210 à destination de Beyrouth, sont invités à se présenter porte 433 pour embarquement immédiat. C'est bon. Il va où Claude François? À Beyrouth. Oui, Bastien Sono. Avec l'augmentation du nombre de vols, ok, je te fais ça. Il y a aujourd'hui une annonce toutes les 3 minutes. Un vol pour Manchester qui part à 10h. Bastien délègue à un robot certains messages. Je rentre les données en fait du vol, donc la ville, la compagnie, numéro de vol et la porte d'embarquement.
Et après, je localise où je lance l'annonce. À destination de Manchester, vol Fly BBE 31-24, embarquement immédiat Porto K24. Un message peu compréhensible pour les passagers. Et ce n'est pas le seul reproche fait à Roissy-Charles de Gaulle. En 2015, il a été classé parmi les 10 aéroports, les pires du monde, par 17 000 voyageurs. Qualité de l'accueil, du service, il obtient la note de 3,2 sur 10. Tu as sorti ta carte d'embarquement? Bah non, là j'ai un peu du mal. Merci. Ces 3 copines vont pouvoir se faire vite leur propre avis. Marion, infirmière à Marseille, et Emmanuel, qui travaille dans l'édition, ont offert à Pauline 4 jours à New York pour ses 30 ans. Elles vont voyager avec Air France. Prix du billet, 500 € par personne. Depuis 2010, la compagnie aérienne a supprimé plus de 10 000 postes. Qu'est-ce qu'il dit? Appuyez sur OK pour envoyer votre bagage. Sur ce vol, plus aucune hôtesse à l'enregistrement. Tout est automatisé. Un dispositif qui a vocation à être généralisé. Moi, je préférais comme c'était avant. Bah, ça veut dire qu'en plus, avant, genre, tu avais une personne et tu te faisais pas chier à faire tout toi. Et on avait ça déshumanise un peu le truc. C'est vrai qu'on arrive à l'aéroport, c'est vrai qu'on est un peu stressé des fois. Et des fois, je devais juste une personne qui nous dit « Bonjour, bon voyage ». Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça déstresse, quoi. Et là, bah, bip bip. Alors, qu'est-ce que tu mets? Ah, je sais pas trop si on est happy ou pas. Non. Désolée, je suis pas contente. M46. Un des principaux points noirs de Roissy, le manque de propreté, notamment dans les toilettes. Oh, ça marche pas du premier coup. Faut faire 2-3 portes avant de pouvoir trouver un endroit agréable. L'avion qui va les emmener à New York est ce géant désert, l'A380. Il vient juste d'arriver en provenance de San Francisco. Et dans 2h30, il doit être prêt à redécoller. Les passagers à peine débarqués, une course contre la montre s'engage. Les équipes de ménage s'occupent de l'avion en ruine, comme on dit dans le jargon. 500 sièges à nettoyer et à inspecter. Je fais de la sûreté. C'est-à-dire? S'il n'y a aucun produit prohibé, genre une arme, un couteau. Sur tous les vols qui entrent aux États-Unis, le gouvernement américain impose aux compagnies aériennes une inspection en détail de chaque siège. 500 plateaux repas et des centaines de bagages à charger. Parce qu'il y a le commandant, dis-moi juste combien est resté. Je sais pas, j'ai pas encore ouvert. T'as pas encore ouvert? Freddy, salarié d'Air France, doit s'assurer que cette mécanique bien huilée ne se grippe pas. Car Paris Aéroport facture chaque retard aux compagnies 1 000 € de pénalité par minute pour les pousser à libérer le stationnement le plus vite possible. Un chrono rappelle Freddy à l'ordre. Il ne reste plus que 78 minutes avant le départ de l'avion. Donc je voulais savoir, vous avez changé de nom visiblement. D'accord, un frein. Mais le frein d'un des trains d'atterrissage vient de lâcher. Vous savez à peu près pour combien de temps? Une heure et demie, ça se passe bien? D'accord. Déjà 30 minutes de retard minimum, soit 30 000 € d'amende. Il est tout propre, lui. Oui. Il sort d'atelier, donc... Plus quelques dizaines de milliers d'euros supplémentaires pour ce frein flambant neuf. Vol retardé à 14h30. Ah, vérifier
vérification technique. Après, s'il change une roue ou il faut une vérification, c'est bon. C'est plutôt rassurant. Bon, on a le temps. Hein. On va s'asseoir. Ah, par contre, il faut trouver. Sur le tarmac, les pépins s'accumulent. Le poste. Apparemment, vous avez d'autres pannes en haut, là? D'accord. Bah, je te remercie, à tout à l'heure. En fait, l'équipage n'a pas encore accès au cockpit parce que son système d'atterrissage automatique est défectueux. Donc, je suis en train de le réparer là-haut. Il y a plein de problèmes, là? Ah, il y a pas mal de problèmes, ouais. Encore 30 minutes de retard supplémentaire. L'avion aurait déjà dû partir depuis 4 minutes. Température 20, QH 1020. Le commandant et son pilote prennent seulement possession du cockpit. Mais si je démarre le refuel, on va voir s'ils nous ont mis quelque chose de plus au niveau charge. Les dieux sont un petit peu contre nous sur cette affaire-là et en plus on sait qu'on va avoir du vent contraire sur l'Atlantique, donc on va en plus accentuer notre retard. Donc nous avons un certain nombre de passagers que j'ai pu rencontrer en salle d'embarquement qui ont des connexions un peu rapides à New York et j'ai pas pu les rassurer sur le fait qu'on arriverait à rattraper notre retard. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le vol Air France 006 à destination de New York, JFK. Maintenant, prêt pour l'embarquement. On y est. Ouais. La 380 va partir avec 55 minutes de retard. Il aurait fallu 3 heures minimum pour que les passagers puissent demander une indemnisation. À Roissy, en moyenne, un avion sur 3 décolle plus tard que l'horaire prévu. Dernière opération délicate pour Freddy. Faire reculer l'appareil pour l'emmener sur les pistes. Les avions n'ont pas de marche arrière. Durant les 8 heures de trajet, l'A380 va être surveillée en permanence. Au centre de commandement d'Air France, 55 personnes scrutent sur cet écran les 980 avions en vol de la compagnie. Un problème sur un seul appareil peut impacter en cascade des dizaines de vols. L'avion est mort. Ok, ben j'annule alors. Donc tu me confirmes, c'est train avant, hein? Fuite hydraulique, train avant, hein? Ce matin, le Toulouse-Paris Charles de Gaulle, CDG en abrégé, ne peut pas repartir. Il devait faire 4 autres vols dans sa journée et transporter au total 1000 passagers. Le Toulouse, il a disparu, hein, on n'a plus. Sauf qu'après, l'avion, il continuait. Il faisait CDG Madrid, Madrid CDG, CDG Prague, Prague CDG. On a un avion de réserve, mais on n'a pas d'équipage. Pour mettre sur l'avion qu'on a de réserve à Charles de Gaulle, on essaye de trouver une solution. Le Toulouse-Paris de 9h30 est annulé. 200 passagers sont sur le carreau. Pour sauver les voyageurs des vols suivants, une seule solution. Rapatrier l'équipage par le vol de 10 heures. Problème, l'enregistrement est terminé. Il ne peut pas embarquer. François, qui gère ces situations d'urgence depuis 20 ans, tente un dernier coup de pression. Mais c'est pas des navigants Hop, c'est des navigants Air France. Je parle bien à la chef d'escale de permanence. S'ils ne remontent pas, nous avons exactement 4 vols qui sont à la rue. Tout est toujours tendu, tendu, tendu. Finalement, l'équipage arrivera à monter dans l'avion et assurer les 4 vols pour Madrid et Prague. Mais avec à chaque fois 30 minutes de retard. Pour opérer, mais je ne sais pas s'il est nettoyé, armé, etc., etc. Vers minuit, les terminaux se vident quand les derniers avions de ligne quittent le tarmac. Mais des avions de fret continuent à atterrir. Chaque soir, 2 des 4 pistes de l'aéroport sont fermées pour travaux. Pour le signaler aux pilotes, cette croix de 3 mètres de haut est allumée. Elle est visible à des dizaines de kilomètres. À ce moment, un autre ballet commence. Faut y aller là, déjà, c'est très bien.
Alain travaille chaque nuit à l'aéroport. Ce soir, avec ses collègues, ils refont la signalisation de la piste du terminal 2E. Remplisez, merci. Là, c'est un F, là. Ouais, comme à l'école. Sous ses pochoirs, des chiffres et des lettres qui indiquent aux avions où se garer. C'est sa dernière semaine sur le tarmac avant la retraite. Le Roissy d'aujourd'hui n'a pas grand-chose à voir avec celui de ses débuts, il y a 42 ans. Là, c'était des champs de maïs. Et 40 ans plus tard, vous imaginiez travailler dans les champs de maïs de l'époque? Non. Vu l'immensité de l'aéroport, quand il y a un problème, en trouver l'origine, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je regarde. 217. Ouais, c'est celle-là. Mathieu et Thomas, les deux électriciens de permanence, recherchent une baisse de tension sur l'un des câbles électriques d'une des pistes. 70 trappes et 8 km de câbles à vérifier. On va regarder l'autre côté de la boucle, voir s'il y a quelque chose. On va aller un peu plus loin. Une mission primordiale, car si le réseau électrique tombe en panne, ce sont les 30 000 ampoules des pistes de Roissy qui s'éteignent. Allez. Et sans elles, plus aucun avion ne peut décoller ou atterrir. Ouais, c'est celle-là. Vous avez trouvé ça dans combien de temps, votre avis, la panne? On peut pas savoir, ça peut mettre quelques heures, comme ça peut mettre une semaine, ça dépend s'il n'y a qu'un défaut, s'il y en a plusieurs. Voilà. Là, typiquement, on est sur une boucle un peu vieille, donc les câbles, ils fuient beaucoup, donc il faut essayer, dès qu'on en répare un, bah, forcément, il y en a un autre qui tombe derrière. C'est pas terrible. Ils mettront 3 heures à trouver le câble défectueux, juste à temps pour l'arrivée des premiers passagers. Monsieur, bonjour, contrôle des passeports. Bonjour. Chaque matin, plus de 50 000 personnes débarquent à Roissy. Des gens en transit pour prendre un autre avion ou qui entrent sur le territoire français. Ces agents sont experts en faux passeports à la police aux frontières. Ce matin, ils contrôlent les 200 passagers en provenance de Guinée-Conakry. Bonjour. Monsieur, merci. Vous voulez faire où le passeport? En Guinée-Conakry. D'accord, ok. Et là, vous venez dans quel cadre? Je réside ici, à Noisy-le-Sec. L'un d'eux vient de repérer une anomalie sur ce passeport. Le passeport est falsifié. Quel passeport a été falsifié? Ici, vous avez un filigrane. À gauche, un document authentique avec le filigrane de sécurité. À droite, le faux passeport. À force de regarder les passeports, votre œil en fait s'habitue à la police d'impression. Et dès qu'il y a un truc qui n'est pas fait comme d'habitude, ça saute aux yeux. Les policiers redoutent que cet homme circule sous une fausse identité et qu'il tente de s'introduire sur le territoire avec de mauvaises intentions. On est le premier rempart. Il peut très bien faire partie d'un réseau, d'une filiale. Ça peut être du terrorisme, donc avec les faux papiers. Ça peut être aussi pour de la prostitution, pour du trafic d'enfants. Sa prise d'empreinte va révéler sa véritable identité. Elle correspond bien au nom qui figure sur le passeport falsifié. Mais comme cet homme a le statut de réfugié, il n'avait pas le droit de quitter la France. C'est pour cela qu'il se serait fait faire un faux document. Et il a un casier bien chargé. Mais il est connu pour faux, usage de faux administratif. Il est connu en plus. Il est connu pour d'autres infractions pénales. Bon, véhicule sans permis. Alors encore faux, usage de faux documents à Orly. Monsieur, donc je vous place en garde à vue. Usage de faux documents administratifs. Quel faux document administratif? Le passeport guinéen, monsieur. Cet homme risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. La sécurité est un enjeu majeur pour Roissy, car l'aéroport aspire à devenir la plus grande zone de transit en Europe. Pour attirer de nouveaux passagers, l'aéroport compte sur sa galerie marchande flambant neuve. Il est exactement 6 heures. Il est tôt, mais c'est comme ça tous les matins. On a notre rituel. Alors 32 vols aujourd'hui,
Pas mal, pas mal. Ouais, beaucoup de vols, notamment 4 vols africains. On a aussi donc, le Japon avec Tokyo et Osaka, 2 vols japonais, ce qui va être bien pour notre secteur gastronomie. Cette équipe tirée à 4 épingles s'occupe du duty-free du terminal 2E, les Champs-Élysées de l'aéroport. Depuis 2010, tous les terminaux de Roissy ont été refaits. Plus de 5 milliards d'euros d'investissement qu'il faut rentabiliser. Ici, un voyageur sur 3 est en transit. Ils ont à peine 1 heure. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à la maison. Alors pour les faire consommer dans les boutiques, chaque minute compte. Roissy a tout misé sur la gastronomie française, haut de gamme. Un bon foie gras, celui-ci. Claudine part voir sa fille qui vit à Santa Monica, aux États-Unis. On va voir. Je vous laisse vous balader. Merci. Qu'est-ce que vous avez acheté, madame? Vous avez du Master, du Livaro, pour l'évêque. Ah, mais c'est pour ma fille, elle adore le fromage. Voilà, donc ça c'est bon. Vous mettez le papier aluminium justement pour éviter les odeurs, madame, dans les sacs. Très bien. Les États-Unis n'autorisent l'entrée de fromage sur leur territoire que s'il est acheté en duty-free. Claudine a dépensé en tout 170 €. Roissy-Charles de Gaulle est la première fromagerie de France et possède la plus grande cave à vin, avec 1 million de bouteilles vendues chaque année, dont les plus grands crus. On va avoir Château Mouton Rothschild. Là, c'est l'année de la victoire, 1945. Le dessus, elle est à 25 000. Et la bouteille la plus chère, là? Ça va être la Romanée Conti. On a un prix qui est de 40 000 € la bouteille. Après avoir travaillé dans l'exportation de vins français vers l'Asie, Sébastien, qui parle couramment le mandarin, a été embauché ici il y a 4 ans. Et il y a quelques mois, il a fait une vente historique pour l'aéroport. On a un client qui partait pour l'Asie, d'ailleurs, qui nous a acheté à peu près pour 55 000 € de vin. Donc effectivement, on nous a pris des belles bouteilles, notamment une Romanée Conti, qui était pas mal, pour l'année de naissance de son fils. Des ventes comme celle-ci sont rarissimes. Sir, how can I help you? C'est le dernier vol de mon commandant. J'aimerais acheter du champagne pour fêter ça. Le panier moyen dans ce terminal est de 100 €. Like this one. This one? Nice choice. For the last flight, right? Oui, mais on la boira après le vol. Don't worry. It's between you and me, hein? À la fin de la journée, la boutique aura vendu pour 150 000 € de produits. D'ici 15 ans, le trafic aérien devrait doubler dans le monde. Roissy s'y prépare. En 2025, un nouveau terminal verra le jour. De quoi accueillir 30 millions de passagers supplémentaires. Pour info, on a 108 000 passagers, donc quand même un trafic assez important, en particulier sur les départs. Jérôme, des infos ou pas au niveau piste? Alors, on a discuté avec Air France, là, ils sont en train de compliquer la tâche avec les gros porteurs. Impeccable. Merci. Acacio? Pour nous, c'est une journée chargée. On a pas mal de saturation actuellement du fait d'un nombre important de passagers et de bagages aujourd'hui. Saturation, Orly 3. Beaucoup de Orly 3, Orly 2. Une journée classée rouge et des engorgements alors qu'il n'est que 5 h du matin, l'heure de réouverture d'Orly. Ça devrait tenir quand même, j'espère. Bon, merci beaucoup. Pour Léo, la course contre la montre démarre dès l'aube, en coulisses depuis son poste de commandement. Cette salle de contrôle, aux allures de cockpit de vaisseau spatial, est truffée de dizaines d'écrans qui scrutent le moindre recoin de l'aéroport. Là, le DO Air France, il me dit c'est dur de faire les opérations en escale, on laisse juste 1 heure au point, après on revient juste 2 heures avant. Et on laisse Après des études de commerce et l'École nationale de l'aviation civile, Léo est directeur opérationnel à seulement 26 ans. Le chef d'orchestre qui coordonne les 270 métiers de la plateforme. Il a récemment dû prendre la lourde décision d'évacuer tout l'aéroport pendant plusieurs heures. Je l'ai revalidé avec lui. Merci beaucoup. C'est un bagage cabine où dedans il y avait une image douteuse où
l'agent a dit il y a peut-être un engin explosif. Et en fait, c'était simplement dans une chaussure de créateur de mode qui avait mis un dispositif lumineux. Mais du coup, à l'image, on avait une batterie avec des câbles artisanaux qui étaient dans une chaussure. Donc forcément, il y avait un doute. Cette fois, c'est le challenge des gros départs en vacances que Léo doit surmonter. C'est dans 9 minutes. Orly, un aéroport centenaire dont le trafic ne cesse d'augmenter grâce à l'explosion des low cost. Un vol toutes les 1 minute 30 et un lifting de 380 millions d'euros avec la construction d'un terminal flambant neuf qui a transformé les anciennes Orly Sud et Ouest en hall 1, 2, 3 et 4. Pour le nouvel Orly, cet été, c'est le baptême de l'air. Dans le nouveau terminal, la compagnie star, c'est Transavia, low cost, filiale d'Air France. Oui, madame, bonjour. Oui, vous allez à quelle destination, madame? À Alicante. Pour faire des économies, la première low cost d'Orly a supprimé du personnel et installé 50 bornes libre-service. Mais entre l'inexpérience des clients et les soucis techniques, ça coince. Ouais, ça marche pas. Qu'est-ce qui marche pas? Bagages à enregistrer, j'en ai pas et j'ai beau sélectionner et il se passe rien. Vous avez que des bagages à main, madame? Exactement. Très bien. Vous tapez sur pas de bagages enregistrés. Il veut pas. La touche pas de bagages bug. Il faut en fait cliquer sur bagages à enregistrer, puis 0. Eh bien écoutez, c'est fastidieux. Très bien. Cette autre passagère ne sait pas qu'elle doit ouvrir son passeport pour que la machine puisse le scanner. Bien, il y en a une qui marche là, Nicole. On a un coup de chance. Vous venez avec moi. Ah non, ouais. Infernal. On les essaye toutes et il n'y en a pas une qui marche. C'était pratique avant, on avait avec le bagage, on faisait la queue une fois, déjà c'était pas, maintenant on fait la queue ici, on fait la queue là-bas, on fait la queue partout. Il paraît que c'est le progrès. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Benjamin Bordet est le directeur des opérations au sol. Disons que oui, il y a moins d'humains, il y a plus de machines, mais on avait des temps de traitement unitaire à l'enregistrement d'environ 60 secondes. Et là, sur la borne libre-service, on est à 25-30 secondes. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous demander de reculer et de vous approcher vers l'embarquement 34, l'enregistrement 34. Le directeur doit maintenant faire face à une autre péripétie qui se produit en moyenne 3 fois par jour. Vous êtes au courant, on a un bagage abandonné en zone 34. S'ils évacuent l'aérogare, on peut quelquefois ne pas enregistrer pendant 30 à 40 minutes. Et après, les avions prennent du retard, quoi. Voilà. Après une demi-heure d'attente et la destruction du bagage, Ouverture du périmètre de sécurité, merci à tous, excusez-nous pour le repos. une nouvelle épreuve attend les passagers. Une file d'attente interminable devant les dépôts bagages automatiques. Il vous demande de scanner votre ticket de bagage. En partance pour Ibiza, ces deux amis ont normalement droit à 20 kilos chacun. Vous pouvez poser le bagage sur le tapis. La compagnie low cost est intransigeante sur le moindre gramme d'excédent. On part 5 jours, mais c'est quand même une partie à moi. Alors voilà. Vous avez 22 kilos de sang. D'accord. Donc il faudra retirer 2 kilos. Vous les réglez. C'est combien les 2 kilos? 15 €. Les excédents de bagages représentent 25 milliards d'euros annuels de revenus supplémentaires pour les compagnies low cost. La passagère conciliante enlève finalement des vêtements pour les glisser dans son bagage à main. Mais pour d'autres, la tension monte. Alors, votre collègue qui nous a envoyé de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait, nous? Mais non, mais attendez, mais c'est pas possible. Notamment pour les passagers confrontés au surbooking. Non, je peux rien faire, madame. On a arrêté de prendre des trucs. Sinon, on appelle la police et c'est lui. Non, c'est pas une question de police, c'est une question de mettre une place, c'est tout. Cette dame de 80 ans doit embarquer pour Porto. Elle s'est présentée 3 heures à l'avance et a déjà subi la longue file d'attente. Mais la compagnie vient de lui annoncer que le vol est surbooké et partira sans elle.
Shabazz, le superviseur des employés au sol, ne peut rien face à la colère de la famille. En fait, c'est pour que les avions puissent être remplis et partir pleinement. En fait. Le short-booing n'est pas interdit en fait. Tout ce qui est enfant voyageant seul, passager avec un handicap, avec famille, on évite de débarquer ces passagers en priorité. En revanche, la dame âgée n'aura pas le choix. Elle sera déplacée sur un vol du soir 4 heures plus tard, contre un dédommagement de 250 €. Pendant ce temps-là, le vol TO 3728 en provenance d'Ibiza se pose sur le tarmac. Dans seulement 45 minutes, il repart pour Dublin. Le temps de rotation est 2 fois plus court pour les low-cost, comparé à une compagnie régulière. Les 36 Boeing effectuent 4 décollages et 4 atterrissages par jour. Il y en a encore beaucoup à l'intérieur? Eric Guérard est le superviseur des escales. Chacun sait ce qu'il a à faire et dès que l'avion arrive au bloc, chacun doit tout de suite se mettre en route et chacun connaît bien sa partition. Les gens qui déchargent les bagages, le pétrolier, les moyens d'accès cabine. C'est très important que tout le monde soit là à l'heure et que toutes les opérations, c'est chronométré, c'est à la minute près, de manière à ce que l'avion puisse repartir le plus vite possible. Chaque minute de retard coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros à la compagnie. La low-cost sous-traite tous les métiers de l'escale, comme ce fueler qui pompe grâce à son tuyau souterrain le kérosène acheminé par pipeline directement depuis le port du Havre. C'est ensuite le commandant de bord qui effectue le contrôle technique de l'avion. Emmanuel Cachian appellera un mécanicien qu'en cas de doute. Là, vous vérifiez quoi? On vérifie l'état de l'appareil avant de partir en vol, pour s'assurer qu'il n'y a pas visuellement d'éléments qui posent problème pour partir en toute sécurité. Un pilote Transavia travaille 700 heures par an contre 600 chez Air France, soit 15% de plus. C'est quoi ça? Ce sont les puits de train, où il y a tous les systèmes hydrauliques en particulier, on voit s'il n'y a pas de fuite. Le commandant de bord vérifie surtout qu'aucun oiseau n'a endommagé les réacteurs. Pas le temps de souffler non plus pour les 4 hôtesses et stewards. Sur les low-cost, ils font un premier passage pour nettoyer l'avion. Afin de faciliter le travail des femmes de ménage. S'il prend du retard, l'avion ne pourra plus revenir le soir même à Orly, car l'aéroport ferme à 23h30. Il serait alors dérouté sur Roissy-Charles de Gaulle, avec de lourdes conséquences financières à la clé. Il est propre, cet avion ou pas? Ça dépend des jours. Là, il est comment? Là, ça va, ça a l'air d'aller. Vous avez combien de temps pour le nettoyer? On a 10 minutes. Ça le dégage, on a 10 minutes. C'est rapide, oui. Vanille, c'est bon? C'est fini, oui. C'est fini. Il est 18h20. Dans le cockpit, Emmanuel et son copilote achèvent leur plan de vol. On est dans les temps, c'est bon. L'avion quitte le tarmac à l'heure. La compagnie low-cost transporte l'été 20 000 passagers par jour, 130 vols sur 57 destinations. Et tout ne se passe pas toujours aussi bien. Les problèmes sont gérés en coulisses dans ce bâtiment au cœur d'Orly. Je vous appelle concernant le Tango Victor Fox qui opère le vol Transavia 4608. On prend du retard pour un souci d'alimentation en fuel, c'est ça? Aurélie est la madame SOS de Transavia. D'accord. Ah, tu as déjà eu. 2 de ces avions ont pris plus d'1 heure de retard à Nantes à cause du camion d'essence qui n'arrive pas. Pour qu'ils fassent des annonces. Aurélie et Orly, c'est une histoire d'amour de 14 ans déjà, au point d'avoir tatoué un avion sur son bras. Je suis capable de regarder un avion avec des yeux d'une gamine qui regarde une poupée Barbie, quoi. C'est une passion, c'est... Je sais pas comment l'expliquer, c'est un monde qui est un peu foufou. Il faut le vouloir pour vraiment travailler dans l'aérien. On fait des horaires en décalé, on se réveille la nuit pour venir travailler. Moi, j'avais 16 ans la première fois que je suis venue à l'aéroport. J'ai vu une dame d'Air France passer devant moi en uniforme.
Je l'ai regardée, elle m'a fait un grand sourire. J'ai vu un avion passer juste derrière la baie vitrée. J'ai dit, c'est bon, je veux ça. Ouais, Kilo Bravo. 2 passagères en partance pour Fès se sont présentées pour 7h20. D'accord. Elles ont... Vas-y, réexplique-moi. Elles ont les cartes d'embarquement? Alors que leur vol partait en fait à 6h30. Orly-Fès. C'est l'agence de voyage en ligne avec laquelle elles ont acheté les billets qui les a mal renseignés. Aurélie appelle l'employé du comptoir qui se trouve avec les passagères. Eh oui, en effet, il y a une erreur. Ils lui ont pas donné la bonne information, là. Mohamed, c'est Aurélie, Transavia. Oui. Donc, je confirme que Opodo a fait une erreur. Tu peux la mouver gratuitement sur le vol de demain? C'est gentil. Des passionnés comme Aurélie, l'aéroport en emploie 25 000. Il n'y a pas de souci. OK. Parmi eux, les inspecteurs de piste. Angélique travaille ici depuis 24 ans. C'est la première femme de son service. Pas de faire les carreaux. Bien pris, 2 du 6. 9 de l'Utalière 5, bonjour, de l'antenne avion pour un début de mission, s'il te plaît. Donc là, on fait l'inspection des VCA, des voies de circulation avion. On vérifie l'infrastructure, on vérifie le balisage. Et s'il n'y a pas d'objet dangereux pour les aéronefs. S'il n'y a pas une bouteille d'eau, une bâche plastique, une vis. En 2000 à Roissy, le crash du Concorde a été causé par une lamelle métallique sur une piste, ayant entraîné l'éclatement d'un pneu. Orly-Tour, inspection 6. On débute l'inspection de la 0624. Quand on nous appelle parce qu'un pilote a signalé quelque chose sur la piste et qu'on va sur la piste et qu'on trouve rien, on a toujours peur d'avoir oublié ou de ne pas avoir vu quelque chose. Angélique surveille aussi la présence de renards ou de lapins. Elle parcourt plus de 100 km par jour. Cette fois, aucun objet dangereux à signaler. Orly-Tour d'inspection 6, piste 0826, contrôlé dégagé des 3 véhicules et utilisable à plus tard. Pendant qu'Angélique scrute le sol, Sébastien, lui, surveille le ciel. Son métier insolite est faroucheur d'oiseaux. La collision avec un volatile est le risque principal d'accident pour un avion. L'été, on sait qu'on va avoir du pigeon ramier, d'office. L'hiver, on va plus avoir du vanneau huppé, par exemple. C'est des oiseaux migrateurs, en fait, tout simplement. C'est arrivé une fois qu'on ait eu 50 cigognes sur la plateforme. Ou encore des hérons de 2 mètres d'envergure. Pour les effaroucher, Sébastien tire des fusées. Donc là, l'important de cette manœuvre-là, c'est vraiment de faire bouger les oiseaux pour qu'ils s'éloignent le plus, en fait, des aéronefs. Et là, quand on regarde les oiseaux, ils commencent à descendre. Donc une petite dernière pour bien les emmener loin, et ce sera très bien. Les effaroucheurs sont présents sur la piste avant même le lever du soleil. Et jusqu'à 1 heure après le couvre-feu. Mais dans le monde aérien, la principale hantise, avant les oiseaux, c'est le risque d'attentat. Le nouvel Orly s'est doté d'équipements de contrôle plus technologiques qui génèrent moins de files d'attente qu'avant. Désormais, les passagers se présentent 6 par 6 au poste de filtrage. Ils passent ensuite au pinceau qui détecte les traces d'explosifs. Puis dans le scanner corporel qui voit à travers les vêtements. Bonne santé, madame. Super, bien jeune homme. Allez, vas-y. Allez, madame. Neddy, superviseur, Mettez un pied. explique aussi la nouvelle machine, grâce à laquelle plus besoin d'ôter ses chaussures. Si par exemple c'est positif, il y a une alarme. Soit elle est bleue, c'est pour tout ce qui est métallique. Soit elle est orange, c'est pour tout ce qui est explosif. Ou soit elle est verte, c'est négatif. 300 passagers sont contrôlés chaque heure, contre 180 auparavant. La principale nouveauté d'Orly, c'est que l'analyse des images au rayon X ne se fait plus sur les tapis,
Mais dans la salle MUX, ce lieu clos tout près des postes sûreté qu'aucun passager ne voit. Désormais, c'est ici, sans contact physique avec les voyageurs, que les opérateurs analysent au calme les objets qui voyagent en cabine. Avec ces boutons, ils décident si le bagage peut passer ou s'il doit être fouillé. Même vigilance et mêmes équipements high-tech pour les bagages en soute. C'est quel vol ça? C'est quel vol? Avec ce nouvel hangar immense qui trie 80 000 bagages par heure. Des carrousels et des toboggans où les valises sont dispatchées, scannées et passées au contrôle anti-explosif. Mais la technologie n'est pas infaillible. En complément, depuis 1985, l'aéroport possède son propre chenil. Natacha est maître chien de la police aux frontières. Mako! Salut mon loulou! Oh là là! Assis! Assis! C'est dur. Tu vas où? Alors lui, c'est qui? Mako, mon chien. À quel âge? Il a 3 ans. Ah, il a commencé sur la plateforme aéroportuaire il y a 1 an et demi à peu près. Là, il est content, il veut sortir maintenant. Merci. Allez, on y va, Loulou. Les Malinois sont les meilleurs chercheurs d'explosifs, tandis que les Labradors et les caniches sont plutôt dédiés aux stupéfiants. C'est bien, mon gros. Très bien, ça, Loulou. Pour entraîner son chien, Natacha a caché près d'une poubelle T'as pas fait, là, Mac? un buvard imprégné de TATP, Tu as déjà fait. On continue. l'explosif le plus couramment utilisé par les terroristes. C'est vraiment dans le regard que ça va se passer. Le chien, c'est qu'il a quelque chose, il a un doute. Donc là, il bouge plus. Puisqu'on apprend au chien explo à ne ni aboyer, ni mordre, ni gratter. Quand il y a une matière, c'est qu'il y a un risque potentiel d'explosion. Donc là, justement, on fixe. Le 18 mars 2017, lorsqu'un homme muni d'un bidon d'hydrocarbures a attaqué des militaires dans le hall 1 d'Orly, avant d'être abattu, Natacha et son chien étaient en première ligne. Eh non, il est là. C'était encore mon ancien chien et on nous a donné comme mission d'effectuer une recherche avec le déminage sur le véhicule de l'individu qui avait été retrouvé dans un parking en sous-sol. Et bien évidemment, là, le risque, il ne peut pas être plus réel. Orly possède son chenil, mais aussi sa propre caserne de pompiers. Plus surprenant encore, au sein de l'aéroport se cache une vraie clinique, ouverte 365 jours par an, 24 heures sur 24. Donc en vaccin, t'as qui là? Le prochain, c'est qui? Shadi Jbeli est le médecin-chef. Son centre de secours pratique des vaccinations. Surtout, tu bouges pas. On va prendre les petites mains. On se relâche et hop, c'est parti. Super. Même pas une petite. Voilà, c'est bon. Ouais, là, ça y est, c'est Bravo. nickel. Très bien. La clinique collabore aussi avec les forces de l'ordre. Cette jeune kurde de 16 ans, en t-shirt rouge, vient d'entrer illégalement sur le territoire français. Elle attend d'être auscultée avant d'être placée en centre de rétention. C'est la procédure. On voit tout type de pathologie, c'est comme une ville. Alors il y a certaines pathologies qui sont un peu plus spécifiques d'une zone aéroportuaire, mais on peut tout voir, donc ça va effectivement du petit malaise à l'arrêt cardiaque, à l'accouchement. Il n'y a pas longtemps, on a fait un accouchement dans un avion, donc tout est possible. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Simplement, depuis hier soir, je pense que j'ai un problème au dos. Ce patient est un pilote d'Air Caraïbes. Est-ce que c'est une sciatique ou pas? Je ne sais pas. D'accord. Vous donniez quelle note à votre douleur, là? 8 à peu près. 8 sur 10, d'accord. Ouais. Une grosse douleur. Ouais. On va juste dégrafer, s'il vous plaît, la chemise pour que j'écoute. Le pilote est en escale. C'est Shadi qui doit décider s'il est en état de prendre les commandes d'un avion pour repartir en Guadeloupe. Donc là, l'infirmière va venir vous perfuser, vous mettre une perfusion, vous passez les médicaments pour la douleur. On réévalue ça tout à l'heure.
Et en fonction de l'évolution, on verra. D'accord. Par précaution, on va vous faire un électrocardiogramme, d'accord, parce que comme la tension est élevée, elle reste aux alentours de 18, je pense. Un électrocardiogramme, car après les voyages en avion, Shadi craint particulièrement les embolies pulmonaires. Je vous envoie tout de suite l'infirmière et on refait le point une fois que le médicament sera passé. Merci, docteur. Je vous en prie. Depuis quelques années, les aéroports sont confrontés à un nouveau défi. Un palmarès mondial, publié chaque année. La note d'Orly est catastrophique. En mai dernier, il était classé 126e sur 132. Pour redorer son blason, l'aéroport s'est doté d'une nouvelle galerie marchande, que les voyageurs du Hall 3 sont obligés de traverser avant d'embarquer. Avec murs d'eau géants, hologrammes, gastronomie française, Madame, bonjour, bienvenue. Et même de la lingerie fine. D'accord, je vais regarder si je l'ai en blanc. M, juste là. D'accord, c'est sûr. Ça vous va très bien. Les passagers des low cost ne payent pas cher leur billet d'avion et se laissent donc volontiers tenter par de petits achats, avec 2 sortes de prix, en duty free, à gauche, pour les vols long courrier. Il y a aussi le stand maquillage et surtout le barbier, un coiffeur professionnel au milieu du magasin. Laissez la bouche fermée, justement, je me réfléchis les lèvres. Taille et coiffage en 20 minutes, un service gratuit pour le passager, même si le barbier essaye de vendre ses produits. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand vous appliquez l'huile, c'est vraiment aller au contact de la peau. Ouais. Pas chercher à... Nicolas n'achètera pas l'huile, mais il apprécie le service. On est assez pressé à l'aéroport. Moi, je sais que j'arrive bien en avance pour prendre le temps de prendre le café. Si en plus, je peux prendre le temps de m'entretenir la barbe ou les cheveux, ça peut être un plus. Hein. Parmi les autres critères de qualité, les nuisances sonores. Orly est donc devenu aéroport silencieux. Où on lit la porte? Alors pour l'instant, la porte n'est pas affichée, mais vous pourrez avoir plus de renseignements en regardant sur cet écran tactile. Sinon... Marie-Judith fait partie des accompagnateurs de passagers que la direction a recrutés. Il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Malgré les indications, en fait, d'une façon générale, les gens ils ne lisent pas les panneaux, puisqu'ils sont affolés, ils ont peur de rater leur vol. Les annonces sonores sont limitées aux urgences. Donc voilà, une pièce d'identité qui a été retrouvée, d'accord. La passagère qui a perdu sa carte d'identité ne pourra pas embarquer. Marie-Judith demande à ses collègues de faire exceptionnellement une annonce. Cela se passe dans la salle de commandement de l'aéroport. Votre attention s'il vous plaît, Madame Marie-Laure Garnier. Madame Marie-Laure Garnier est invitée à se présenter au poste de police situé à l'entrée de la porte D. Madame Marie-Laure Garnier. Parmi les critères de classement des aéroports, la ponctualité, le service, le bruit, mais aussi la propreté. Sadek, tu peux me prendre la machine là-bas, s'il te plaît, et commencer à donner un petit coup devant les JBS là-bas. Lassana, le superviseur, est fier d'avoir amélioré la note du nettoyage, attribuée par un organisme indépendant. Les poubelles qui sont devant. On a eu 7,5 sur 10. C'est une bonne note? Une très bonne note. On voulait avoir 7 depuis un certain temps, et là, on a eu 7,5. Donc ça veut dire que vraiment, on a mis le paquet. Tu feras attention au téléphone, Alain, s'il te plaît, d'accord? Surtout, il y a souvent de traces de maquillage. Dans les années 60, le nettoyage se faisait à la serpillière. Désormais, chaque nuit, c'est une noria de voiturettes. Cette année, l'aéroport d'Orly accueille 33 millions de passagers. L'an prochain, ils seront 8 millions de plus.